Bonjour à tous. Ce soir, j'avais envie de sortir de ma zone de confort et de te parler d'un sujet que je ne connais absolument pas. Il s'agit de la Formule 1. Donc, à travers cette lecture, moi aussi, je vais apprendre beaucoup de choses. Peut-être que vous êtes fan de ce sport. Peut-être que vous connaissez beaucoup de choses. Je vais aborder la Formule 1 et son histoire. Mais pas du côté technique. Ce sera l'histoire de la Formule 1. J'espère que tu es bien installé confortablement et que tu es prêt à partir à fond la caisse sur le circuit. Alors c'est parti. Drapeau. La Formule 1, communément abrégée en F1, est une discipline de sport automobile considérée comme la catégorie reine de ce sport. Elle a pris au fil des ans une dimension mondiale et elle est, avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, l'un des événements sportifs les plus médiatisés. Accompagné d'une tourterelle. Chaque année, depuis 1950, un championnat mondial des pilotes est organisé, complété depuis 1958 par un championnat mondial des constructeurs automobiles. La compétition est basée sur des grands prix, courses à bord de voitures monoplaces disputées sur circuit routier fermé permanent, mais parfois tracés en ville et temporaires comme à Monaco, Singapour et Bakou. Cette discipline sportive, régie par la Fédération internationale de l'automobile FIA, est gérée par le Formula One Group et un ensemble de sociétés satellites contrôlées par Liberty Media. Après l'ère des artisans des années 1960 et 1970, elle a peu à peu attiré les grands constructeurs automobiles mondiaux qui investissent des sommes élevées en espérant tirer profit des retombées médiatiques d'éventuels succès. La Formule 1 est considérée comme la vitrine technologique de l'industrie automobile qui y expérimente des nouveautés techniques, parfois issues de la technologie spatiale et susceptibles d'être adaptées ensuite sur les voitures de série. Outre la compétition, le terme Formule 1 désigne l'ensemble des règles techniques des voitures monoplaces
qui sont mises à jour tous les ans par la FIA. Ces règles sont très strictes sur les dimensions des voitures, la cylindrée des moteurs, les technologies mises en œuvre. Elles définissent également les mesures de sécurité des voitures pour assurer la protection du pilote. Les monoplaces de course répondant aux caractéristiques de la réglementation de la Formule 1 sont généralement désignés sous le terme générique de Formule avec un S 1. Les relations entre le Formula One, groupe propriétaire de la F1, la Fédération internationale de l'automobile, et les écuries participant au championnat sont régies par les accords Concorde qui ont été renouvelés en 2020 pour une période courant jusqu'à 2025. La Scuderia Ferrari détient le record du nombre de titres au championnat des constructeurs avec 16 victoires. Le record chez les pilotes est détenu par Michael Schumacher et Lewis Hamilton avec 7 sacres chacun. Ce dernier est également, depuis 2020, le recordman en termes de victoires, 105, de pole position, 104 et de podium, 201. Alors l'histoire. L'histoire de la Formule 1 trouve son origine dans les courses automobiles disputées en Europe dans les années 1920 et 1930. Elle commence réellement en 1946 avec l'uniformisation des règles voulues par la Commission sportive internationale de la Fédération internationale de l'automobile, sous le nom de Formule de course internationale A, qui se trouvera rapidement abrégée en Formule 1, puis Formule 1 à partir de 1949. Un championnat du monde de Formule 1 est créé en 1950, puis une coupe des constructeurs en 1958, qui devient le championnat du monde des constructeurs à partir de 1982. L'histoire de cette discipline est étroitement liée aux performances des voitures et à l'évolution de la réglementation technique qui régule les compétitions. Bien que le gain du championnat du monde reste le principal objectif, de nombreuses courses de Formule 1 ont eu lieu sans être intégrées au championnat du monde. La dernière, disputée à Brands Hatch, s'est déroulée en 1983. Des championnats nationaux ont également été organisés en Afrique du Sud et au Royaume-Uni dans les années 1960 et 1970. Les débuts 1948-1957. Définie en 1946, la réglementation Formule 1 est effective dès la saison 1948. Les grands prix se déroulant alors hors championnat. 2 ans plus tard, le championnat du monde des pilotes est officiellement lancé le samedi 13 mai 1950 à Silverstone, à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne, l'organe sportif de la Fédération internationale de l'automobile. Le championnat réunit les grands prix européens les plus prestigieux, ainsi que les 500 miles d'Indianapolis, épreuve servant surtout à cautionner le caractère mondial du championnat dans la mesure où elle n'est pas disputée selon la réglementation de la Formule 1, mais selon celle de la Formule internationale, créée l'année précédente à l'initiative de la Commission sportive internationale. Seulement 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la tenue d'un championnat du monde est un projet audacieux. Les économies européennes commencent seulement à se relever. Logiquement, les premiers plateaux du championnat sont assez disparates. Et comme un symbole, c'est l'Alfa Romeo 158, une voiture dont la conception remonte à 1937, qui domine les débats. Le vétéran italien Giuseppe Farina remporte la manche d'ouverture du championnat avant de devenir le premier champion du monde de l'histoire, battant son coéquipier argentin Juan Manuel Fangio, lequel prendra sa revanche l'année suivante. Malgré la montée en puissance de la Scuderia Ferrari, qui a remporté au Grand Prix de Grande-Bretagne 1951 sa première victoire grâce à l'Argentin
financière du championnat apparaît incertaine et le retrait annoncé d'Alfa Romeo en fin d'année fait craindre un manque de concurrents. Pour remédier à cette situation, la CSI décide de réserver les championnats 1952 et 1953 aux monoplaces de Formule 2. Comme espéré, de nouveaux concurrents pour la plupart britanniques répondent favorables au passage de la Formule 2 à la Formule 2. Si les grilles se garnissent, cela n'empêche pas la large domination de Ferrari qui écrase la compétition avec son chef de file, Alberto Ascari. La concurrence prend forme en 1953 avec l'émergence au plus haut niveau de Maserati qui peut compter sur le retour de Juan Manuel Fangio, absent sur blessure la saison précédente. Ascari est à nouveau titré, mais le duel entre Ferrari et Maserati donne lieu à Reims et à Monza à ce que les journalistes appellent les courses du siècle, signe qu'après des débuts laborieux, le championnat du monde est bel et bien lancé. La Formule 2 ayant relancé le championnat, la CSI décide à partir de 1954 de l'ouvrir à nouveau aux monoplaces de Formule 1. La cylindrée maximale autorisée passant de 2 à 2,5 litres. Non seulement cette décision ne fait pas fuir les petits artisans, mais elle attire deux prestigieux constructeurs, Mercedes-Benz et Lancia. Symbole du dynamisme du championnat, chacun des 4 grands constructeurs engagés présente une monoplace aux caractéristiques différentes. V8 pour Lancia, 8 cylindres en ligne pour Mercedes-Benz, 6 cylindres en ligne pour Maserati et 4 cylindres en ligne pour Ferrari. Les saisons 1954 et 1955 sont largement dominées par Mercedes-Benz, ce qui permet à Fangio de décrocher 2 titres mondiaux supplémentaires. La domination des flèches d'argent est telle qu'elle fait craindre pour l'équilibre du championnat, d'autant plus que Lancia et Maserati sont en proie à d'importants soucis financiers. Mais la décision de Mercedes-Benz, en partie motivée par le drame des 24 heures du Mans, de quitter la compétition fin 1955 et la cession par Lancia de ses prometteuses D50 à Ferrari permettent de revenir au duel Ferrari-Maserati. De cette lutte de constructeurs, un homme émerge, champion en 1956 sur Ferrari, puis en 1957 chez Maserati. Fangio porte son palmarès à 5 titres mondiaux. Les garagistes 1958-1981. La physionomie du championnat du monde change brutalement en 1958 lorsque les constructeurs britanniques, qui jusque-là faisaient surtout de la figuration derrière les grandes marques italiennes et Mercedes-Benz, touchent enfin les fruits de leur travail de fond. Un pilote Ferrari est titré, Mike Hawthorne, mais la première coupe des constructeurs revient à Van Wall, tandis que Cooper crée la sensation en faisant triompher via le Rob Walker Racing à Buenos Aires et à Monaco une monoplace à moteur central arrière mue par un moteur Coventry Climax de 2 litres qui rend plus de 100 chevaux à la concurrence. Enzo Ferrari voit cette innovation d'un œil sarcastique et a cette phrase sans appel: les chevaux tirent la charrue et ne la poussent pas. Cette solution technique qui privilégie la maniabilité au détriment de la puissance pure ne tarde pas à faire école. Elle contribue également à faire changer l'air du championnat, le championnat du monde, qui n'est plus affaire de grands constructeurs, mais désormais d'assembleurs. Les garagistes, comme les appelle Enzo Ferrari avec mépris. L'accent étant mis sur la conception du châssis. Les premiers succès de la Cooper sont confirmés en 1959 et 1960 par les 2 titres mondiaux de l'Australien Jack Brabham, tandis que 2 autres marques, BRM et Lotus, s'engagent sur une voie identique. En 1961, pour freiner l'escalade des performances, la cylindrée maximale
maximale des Formule 1 passe de 2,5 à 1,5 litres, reprenant la réglementation technique de la Formule 2 qui disparaît momentanément. Bien qu'annoncée depuis octobre 1958, cette formule n'a pas été anticipée au mieux par les constructeurs britanniques, ce qui laisse le champ libre à Ferrari qui, enfin passé au moteur arrière, domine le championnat. Ces pilotes sont hélas départagés de la pire des façons, Wolfgang von Trips se tuant lors de la dernière manche de la saison à Monza, offrant du même coup le titre à l'américain Phil Hill. Miné par une crise interne durant l'hiver, la Scuderia est incapable de faire fructifier ce succès et les Britanniques reprennent leur domination dès 1962, Graham Hill s'imposant sur sa BRM. Cette saison est également marquée par l'émergence de Jim Clark qui frôle le titre au volant de sa révolutionnaire Lotus 25 monocoque qui rompt avec les traditionnels châssis tubulaires œuvre de l'ingénieur Colin Chapman. Le duo Clark-Chapman réalise le double pilote-constructeur au championnat 1963 puis 1965. Ferrari ne parvenant qu'à redresser brièvement la tête en 1964 grâce à l'ancien champion motocycliste John Surtees, qui réalise l'exploit d'être titré sur 4 roues après l'avoir été sur 2. En 1966, un nouveau changement réglementaire est instauré qui fait repasser la cylindrée maximale à 3 litres. L'objectif étant de refaire de la Formule 1 la discipline reine du sport automobile. Statut contesté par les puissants prototypes du championnat du monde des voitures de sport. Les 2 premières saisons de la nouvelle Formule 1 sont marquées par des balbutiements de la plupart des concurrents qui peinent à trouver la motorisation idéale. Ce dont profite Brabham, adepte de solutions techniques rustiques. Pour briller, toujours à la pointe de l'innovation, Lotus, qui s'est fourvoyé en achetant à BRM le moteur H16, régi en commandant à Cosworth via le financement de Ford, un moteur qui fera date le V8 Cosworth TFV qui dominera pendant près de 15 ans. Après des débuts prometteurs en 1967, la Lotus 49 domine la saison 1968 aux mains du vétéran britannique Graham Hill qui a suppléé son coéquipier Jim Clark, victime d'un accident mortel en début de saison en Formule 2. La saison 1968 prouve que Lotus ne brille pas que par ses innovations techniques, mais également par sa réactivité sur le plan politique. En début d'année, la CSI, tenant compte de l'accroissement du coût de la discipline, autorise le sponsoring extra-sportif. Lotus signe immédiatement un partenariat avec Imperial Tobacco et remplace la robe British Racing Green de ses monoplaces par une livrée rouge et or aux couleurs de Gold Leaf. Le traditionnel code des couleurs en vigueur depuis les années 1920 a vécu. La puissance croissante des moteurs, plus de 400 chevaux, commence à causer des problèmes d'adhérence aux monoplaces. Dans ce contexte apparaissent au Grand Prix de Belgique 1968 les premiers ailerons, initialement fixés directement sur les bras de suspension, conçus selon les principes d'ailes d'avion inversées et destinés à plaquer la voiture au sol. Fin 1968, saison perturbée à de nombreuses reprises par la pluie, une autre solution est explorée par plusieurs écuries. Lotus, Matra, McLaren. La conception de monoplaces à 4 roues motrices afin de répartir la puissance entre les trains avant et arrière. Les difficultés de mise au point de telles monoplaces et le surplus de poids engendré conduisent les ingénieurs à abandonner cette voie et à développer les ailerons, ce qui conduit à des solutions extrêmes, les voitures étant munies d'ailes au perché à l'avant comme à l'arrière. Le double accident des Lotus de Hill et Rindt au Grand Prix d'Espagne. À quelques tours d'intervalle, au passage d'une bosse, les ailerons des 2 voitures avaient cédé, envoyant leurs pilotes dans les murets de protection. Conduit le pouvoir sportif à interdire sine die ces ailerons hauts.
progression rapide des performances n'est pas en conséquence sur le taux de mortalité des pilotes. La fin des années 1920 et le début des années 1970 constituent l'une des périodes les plus noires de la Formule 1, même si sous l'impulsion de Jackie Stewart, la mentalité des pilotes change au point que mourir au volant n'est plus considéré comme une fatalité. L'accident le plus emblématique de cette période est celui de l'Autrichien Joe Kenrind, qui au volant de sa révolutionnaire Lotus 72, qui avec ses radiateurs latéraux préfigure l'esthétique des monoplaces de course des décennies à venir, trouve la mort lors des essais du Grand Prix d'Italie 1970. Solidement en tête du classement général au moment de son décès, il deviendra champion du monde à titre posthume. Malgré les multiples drames qui l'ont touché, Lotus reste l'écurie dominante et est à nouveau titré en 1972 avec le Brésilien Fittipaldi. La suprématie de Lotus est régulièrement contestée par l'écurie Tyrrell avec laquelle Jackie Stewart remporte le titre en 1969, 1971 et 1973. Le premier de ces trois titres est acquis au volant d'une monoplace française, Matra. En 1974, Fittipaldi décroche son second titre mondial et le premier de l'écurie McLaren, mais la saison est marquée par le retour en forme de la Scuderia Ferrari, emmenée par Niki Lauda, titré en 1975 puis en 1977. Après avoir laissé échapper le titre en 1976 à James Hunt McLaren dans des circonstances dramatiques. La deuxième moitié des années 70 est marquée par plusieurs innovations technologiques radicales. La plus spectaculaire, mais la moins efficace, est à l'initiative de Tyrrell, qui dévoile en 1976 son fameux modèle P34, une monoplace à 6 roues. Chaque demi-train avant est muni de 2 roulettes destinées à accroître l'adhérence tout en réduisant la traînée. Malgré la victoire de Jody Scheckter au Grand Prix de Suède en 1976 et plusieurs performances de haut niveau, la solution ne fera pas école, d'autant plus que le coût des roulettes se révèle prohibitif. En 1977, Lotus dévoile son modèle 78, monoplace à effet de sol dite également wing car équipé d'un fond en forme d'aile d'avion inversé associé à des jupes latérales quasi étanches, ce qui engendre une puissante dépression et procure donc une tenue de route phénoménale. Après une saison de mise au point, Lotus écrase le championnat 1978, remporté par le pilote américain Mario Andretti. À l'issue de la saison, toutes les équipes emboîtent le pas à Lotus, mais Brabham a déjà réagi en mettant au point une monoplace dotée d'une turbine, aspirant l'air sous la voiture pour produire un effet de sol encore supérieur. Après une seule course où Niki Lauda décroche une victoire aisée en Suède, le dispositif est interdit par le pouvoir sportif. Enfin, l'innovation la plus marquante de cette période est française, Renault faisant en 1977 ses débuts en championnat du monde avec un moteur turbo compressé. Après des débuts laborieux, Ken Tyrrell surnommera cette voiture la théière jaune à cause de la fragilité de la partie mécanique qui faisait une affreuse couleur noire sur une voiture jaune. Renault fait triompher pour la première fois son moteur turbo au Grand Prix de France 1979, démontrant la justesse de son choix. La révolution technologique qui agite la Formule 1 de la fin des années 70 va de pair avec les grandes manœuvres politiques qui s'engagent. Réunis au sein de la Formula One Constructors Association, un groupe de pression destiné à défendre leurs intérêts, les principales écuries britanniques entendent peser plus lourdement sur la direction de la discipline, en profitant de la passivité de la CSI jusqu'à l'élection à sa tête en 1978 du français Jean-Marie Balestre. Inquiets des performances du moteur Renault Turbo, les Britanniques demandent son interdiction. Conscient qu'une technologie aussi pointue et coûteuse ne peut être maîtrisée que par les grands constructeurs Renault, Ferrari
d'efficacité au Wings car cette lutte d'influence entre la FOCA de Bernie Ecclestone et la FISA de Balestre, connue sous le nom de conflit FISA-FOCA, laisse craindre un temps la constitution d'un championnat parallèle. L'organisation du Grand Prix d'Afrique du Sud 1981 sous l'égide de la World Federation of Motorsport, fédération fantôme créée par la FOCA, ira d'ailleurs en ce sens, mais sans suite. Avant que les différents acteurs concernés ne signent au printemps 1981 les accords de la Concorde qui entérinent le partage des pouvoirs entre FISA et FOCA. Voilà les amis pour la première partie de l'histoire de la Formule 1. Je ferai la suite. Donc je ferai la suite dans une partie 2 qui concernera les années 1980 à aujourd'hui. Voilà. Comme ça fait pas trop long et comme ça fait de petites parties sympas de vidéos. Je trouve très intéressant de connaître l'histoire de la Formule 1 parce que ce n'est pas un sport que je regarde, même si je suis très fan de voitures. J'aime de toute manière j'aime tous les transports, enfin, sauf le vélo, mais ni la moto, ni la trottinette, mais bon, dans les grandes lignes j'aime tout ce qui peut aider à se faire transporter, bateau, avion, voiture, camion, fusée, voilà. Bref, donc j'aime beaucoup, j'aimerais regarder parce que je connais à peu près il y a les tours de chauffe, je crois, après le lendemain il y a vraiment le Grand Prix quoi, enfin, je crois à peu près. Et ce qui je trouve que, et j'ai appris parce que j'en ai quand même regardé un peu, c'est l'histoire de changer ses pneus, mettre des pneus à tel moment de la course parce qu'il pleut, parce qu'il pleut pas, parce qu'il fait soleil, parce que là il faut aller plus vite, parce que maintenant il faut que ça adhère mieux, enfin bref, je trouve ça incroyablement technique et très 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 précis. Il faut pas rater une seconde, tout est chronométré, tout est bien millimétré, quand il passe à l'écurie, faire changer les pneus ou faire changer je sais pas quoi, quand il se double sur les coups, sur le circuit, tout est, enfin l'erreur ne pardonne pas quoi. Et je trouve ça vraiment top, donc je pense que je vais en plus c'est pas combien il y en avait, c'est le week-end je crois, mais il y a souvent c'est tôt le matin ou tard la nuit parce qu'avec des décalages horaires. Mais je pense que je vais me pencher un peu plus sur le sujet. Alors peut-être pas toute l'histoire, mais au moins peut-être que dans la partie 2 j'expliquerai aussi. Alors je sais pas s'il y a une espèce de règles, l'organisation, les filières pour accéder à la Formule 1 si vous voulez devenir pilote. Les réglementations, oui, la sécurité, les couleurs des drapeaux et les grands prix et ah oui, tous les grands prix qui existent. Ouais voilà, j'ajouterai ça dans la partie 2. Voilà, là il y a plein de choses encore. Qualification, stratégie, oh là là, système de classement, technologie aérodynamique, motorisation, après ça c'est... Je suis pas mécano donc je connais rien à la mécanique, même si j'aimerais parce que je trouve ça... Bon, je suis intéressée partout vous me direz, mais qu'est-ce qui m'intéresse pas dans la vie? Je ne sais pas, rien.
direction et boîte de vitesse, volant. Ah oui, les volants aussi. Les volants, j'ai appris qu'un volant, vous savez là, les volants comme ça là. Pas rond, enfin pas. Mais les volants de Formule 1 quoi. Mais ça vaut des centaines de milliers d'euros. En fait, ils arrivent comme ça avec leur volant, ils le mettent. Ils se mettent dedans, ils mettent. Je trouve ça incroyable. Les pneumatiques, le système de freinage vaut mieux. Tous les grands pilotes, période contemporaine, les femmes, directeurs d'écurie, ingénieurs. Bon, je vous lirai pas tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ça a l'air passionnant. Ou peut-être que je ferai une partie 3, 4, qui sait. Ah oui, parce qu'il y a autant les pilotes, il y a qu'on appelle ça, les constructeurs, enfin les écuries qui gagnent des titres aussi. Les compétitions, championnats nationaux, cinéma, les bandes dessinées, la littérature, les séries télévisées, les jeux vidéo, les supporters, les médias, l'économie, le budget, oh là là. Ah, il y a du vent, je sais pas si vous entendez mes volets. Les budgets, enfin dis donc, c'est un monde à part entière la Formule 1. En tout cas, voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Je reprendrai la suite un peu plus tard. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ASMR remplie d'informations, de culture, de savoir, de connaissances, de faits insolites. Voilà. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et une bonne fin de semaine. Que vous êtes préparés à l'hiver. En tout cas ici il fait que pleuvoir. Et sinon moi ça va, je suis beaucoup moins fatiguée qu'il y a quelques semaines. J'avais fait des tests sanguins quand même pour voir si je manquais pas de quelque chose. Bon, tout s'est révélé très bien. Donc c'est déjà ça. Sans doute une baisse de tension avec la nouvelle, pas la nouvelle année, mais la nouvelle saison. C'est vrai que printemps, automne, à l'arrivée de ces deux saisons, j'ai un coup de fatigue. Je sais pas si c'est mon corps qui se prépare au changement de température. Mais j'ai des gros coups de fatigue comme ça. Mais bon, de toute manière, je sais que ça dure jamais très longtemps. Quelques jours, quelques semaines, bon. Faut aussi s'écouter, hein. De toute façon quand on est fatigué, bon faut faire des tests pour voir si tout va bien. Mais c'est pas grave d'être fatigué en soi, hein. Ça arrive, on n'est pas surhumain. Enfin vous peut-être, mais moi non. Donc oui, voilà, il faut prendre soin de soi comme je fais que vous le répéter. Et que voilà, ne pas trop s'en demander non plus, hein. On n'est pas des monstres de performance tout le temps. On peut l'être un petit moment et après bon ben ça descend, on se repose, on s'écoute, on dort, on mange bien et puis on attend que ça redéme, que ça remonte. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Bon, trêve de blabla. Voilà, je vous laisse ici. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre entourage. Je reviens très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du